On se retrouve cette semaine pour ce deuxième épisode avec Rokhaya. Cette fois-ci, on va parler de ton parcours dans cet épisode CEO Story. Donc écoute, Rokhaya, on rentre tout de suite dans le vif du sujet pour parler de toi cette fois-ci, après avoir parlé de ton business. Alors première question, t'es née à Dakar. Est-ce que tu peux nous raconter comment était la petite Rokhaya? Alors, la petite Rokhaya était très casanière. Comment? Ça a changé ou pas? Toujours casanière. Mais très casanière. J'ai grandi avec mes grands-parents. J'ai grandi avec mes oncles, mes tantes, dans une famille voilà, sans mes parents forcément parce que ils étaient à l'étranger. Donc j'ai vraiment pu évoluer avec je pense avec des adultes très très tôt, ce qui a fait de moi, enfin ce qui a fait que j'ai été très responsabilisée aussi très très tôt. Je traînais pas forcément avec beaucoup de personnes. J'étais très studieuse, toujours première de la classe. Bon, c'est pas mais voilà, c'est un peu comme ça que j'étais, je sortais pas, voilà. Je pense que très casanière. C'est ce qu'on peut dire. On me disait aussi que j'étais très timide. Je pense pas que c'était de la timidité à l'époque, quand j'y repense. Juste que j'étais très réservée. Donc quand sais pas mon environnement ou autre, voilà, je suis un peu enfermée sur moi-même. Donc voilà. Mais on me connaissait quasiment pas en fait dans mon quartier. C'est surtout ça qu'il faut retenir en fait. Et du coup, quand t'es petite, tu rêvais de quoi? Tu disais que t'étais bonne élève. Quelles étaient tes aspirations? En petite, tu rêvais de devenir quoi? Franchement, aussi loin que je me souvienne, dans mes cahiers à l'époque, donc quand on écrivait sur la première page le nom, prénom, etc., je mettais toujours profession pharmacienne. Parce que ma maman est pharmacienne. Et donc moi, automatiquement, pour moi, j'allais être pharmacienne aussi. Et en fait, je me souviens, j'ai ma tante, la sœur de ma mère, avec qui je suis très très proche, qui me disait à l'époque: "Tu es sûre que tu veux être pharmacienne? Tu veux faire des études des études de plusieurs années avant de commencer à gagner de l'argent? Non, il faut faire un truc où dès que tu vas finir 5 ans, tu vas commencer à gagner de l'argent, comme ça tu seras riche." Donc là, j'ai commencé à qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc j'ai commencé à regarder vraiment là j'étais je pense au collège, je commençais à regarder un peu quels étaient les métiers d'avenir, etc. Très tôt, hein. À un moment ça a été pilote, après ça a été architecte. Finalement j'ai discuté avec des oncles, avec des mentors et tout, et je me suis orientée vers l'informatique en fait. Finalement. Des études d'informatique. Je rêvais de faire cela. Je rêvais vraiment de faire quelque chose où voilà, je pense que j'allais pouvoir derrière en fait être indépendante, m'en sortir. C'était surtout ça en fait que je voulais faire. Ouais. Et vas-y. Ne nous battons pas. T'as fait une partie de tes études au Sénégal, t'as grandi, et puis ensuite t'es venue en France pour faire ta prépa et une école d'ingénieur. En finissant tes études, quel était un peu ton objectif professionnel? Tu vois, que t'as peut-être façonné pendant tes études, ou alors t'as fini et puis tu savais pas du tout ce que tu voulais faire, ce qui arrive parfois. Je pense que Toi, t'es sérieuse, toi. Moi, je pense qu'elle savait exactement là. Je savais ce que je voulais faire. Je savais vraiment. Moi, j'avais vraiment tracé mon parcours. C'est pas le parcours actuel en plus. C'est ça qui est drôle. Mais j'avais vraiment tracé mon parcours. Quand je recherchais, c'est drôle. Hein, quand je recherchais moi après, quand j'ai terminé en tout cas mes études, je recherchais mon stage de fin d'études. J'ai tapé entreprise CAC 40. J'ai envoyé mon CV à toutes les entreprises du CAC 40. Parce que je me disais, ok, je veux commencer, c'est vraiment, en tant qu'étudiante, l'idée que je me faisais, c'était, ok, je veux faire une grande entreprise.
gravir les échelons, peut-être à un moment donné, voilà, accéder à des postes managériaux et voilà, à un moment donné, peut-être plus tard, créer mon entreprise. Mais mon objectif c'était vraiment d'accéder à des hauts postes. À l'époque c'était ça, c'est ce qu'il faut se dire. Et donc voilà, je me disais ok, quel est le parcours que je peux mettre, que je peux avoir pour ça. Et donc quand j'ai postulé, j'ai eu plusieurs entretiens, plusieurs entreprises, des propositions en tout cas que j'avais eues. J'ai choisi la BNP parce que j'avais vu qu'il y avait aussi un parcours d'inspection générale. Je me disais bon bah si je commence avec là, je vais ensuite accéder à l'inspection générale, je pourrais voyager et ça va me servir de tremplin pour ensuite accéder à un poste managérial. Donc j'avais vraiment mon parcours bien défini. Hein. Et à quel moment, du coup, c'est intéressant ça. Du coup, comment t'expliquerais le fait que t'aies justement tracé ce parcours-là, tu vois, parce que c'est pas évident pour tout le monde d'avoir une idée hyper claire de là où on veut aller. Toi, comment tu l'expliquerais ça? Comment je l'expliquerais? Bon, je pense que ça fait vraiment partie de moi. J'ai toujours été une personne qui aime savoir en fait où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle pose les pieds et pas vraiment être dans le flou parce que c'est pas du tout en fait je ne fonctionne pas du tout comme ça. Quand je suis vraiment dans le flou, pour moi rien ne va en fait. Donc du coup, parce que toi, je me dis l'entrepreneuriat, c'est de l'incertitude. Mais c'est pour ça que je dis rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est ça tu vois. Rien à voir parce qu'aujourd'hui on est vraiment c'est différent, il faut s'adapter très rapidement. On a des objectifs mais on ne sait pas forcément en fait, on n'a pas la certitude que on va les atteindre. Il faut rapidement pouvoir prendre des décisions, changer, etc. Si on voit que la voie qu'on a entreprise elle n'est pas la bonne, etc. Et donc je pense que c'est vraiment l'apprentissage que moi j'ai eu hein, depuis que j'entreprends du coup. Pour moi, j'ai gagné en expérience peut-être je ne sais pas combien d'années parce que tout simplement dans ma conception d'avant, je traçais ma vie, c'était ça en fait. Et maintenant, je sais que voilà, ce n'est pas du tout la réalité. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir voilà, accepter en fait même les échecs parce que je pense que tu vois dans tout ce parcours, tu n'entends même pas que je te dise j'envisage d'avoir de l'échec en fait. Tu vois un oui. peu. Et donc aujourd'hui, c'est complètement différent. Je prends en compte le fait que OK, je peux ne pas réussir sur cette voie-là, mais il faut que j'ai toujours de la ressource en fait pour me relever si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, tu vois. Donc ça, l'entrepreneuriat quand même m'a appris cela. Et pardon, je suis désolée. Enfin, et ça, comment tu le cultives, tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, et je pense que nous aussi, on a eu à traverser ça aussi, où t'as justement ce parcours hyper linéaire, hyper clair, etc. Et à un moment, tu fais une prise de risque. Comment tu cultives cette adaptabilité-là, cette agilité-là? Comment est-ce que tu la nourris? Alors, je pense que pour ma part, en tout cas, ça a été, on va dire, c'est quelque chose que j'ai dû, en fait, que j'ai dû intégrer parce que sinon, pour moi, ça allait être compliqué d'évoluer dans le milieu dans lequel je suis. Donc, au début, lorsque on a décidé avec mon associé de se lancer, c'est vrai que lui, il est beaucoup plus prise de risque que moi. Donc vraiment deux profils très différents et je pense que c'est aussi ça qui amène la complémentarité dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc il m'a beaucoup apporté dans ça et donc moi avec aussi l'expérience et le fait aujourd'hui que depuis le début on a eu pas mal de désillusions hein, et ça c'est vraiment du réel. Donc on a eu des difficultés, beaucoup de périodes où beaucoup de périodes d'incertitude où on se dit mais est-ce que ça vaut le coup de continuer, etc. Et là où tu te dis non, il faut que j'y aille en fait. C'est pas parce que j'ai eu ça comme coup que je vais abandonner. Donc je vais continuer. Donc la résilience et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris là en étant entrepreneur sur le terrain.
C'est pas quelque chose qui est inné chez moi. Et c'est quelque chose que je continue encore à apprendre et à intégrer parce que chasser le naturel, il revient au galop. Donc c'est vraiment quelque chose que constamment je dois me mettre dans cette posture-là de me dire ok, tout ne va pas fonctionner comme tu le veux. Les plans ne vont pas aller ne vont pas toujours être comme tu le veux, mais il faut que tu apprennes à t'adapter, à toujours accepter cette prise de risque-là et ensuite à réfléchir, en tout cas, à savoir, en fait, réfléchir au plan B, C, D et E, éventuellement. Donc, c'est surtout ça, en fait. Je pense que c'est un apprentissage, vraiment live, en fait. C'est ça que je peux dire. Et tu l'as dit plusieurs fois, mais ce que tu fais aujourd'hui, c'était pas du tout ce que tu avais prévu. Quand tu étais à la BNP pendant 7 ans, il me semble, à quel moment tu as commencé à penser à l'entrepreneuriat? Quel a été le déclic pour te dire, en fait, peut-être que c'est ce que j'ai envie de faire maintenant? Alors, je raconte comme ça, mais en fait, je me rappelle toujours, il y a mon associé Bamba qui un jour, j'étais en astreinte, j'étais à la BNP en tant que chef de projet IT. Et donc, on déployait, en fait, on avait un projet de transformation IT, pour la boîte avec ses filiales. Et, donc, il m'arrivait de travailler les samedis, donc faire des déploiements téléphoniques, vidéoconférences, etc., Wi-Fi, etc. Et donc j'étais en astreinte ce jour-là et donc il m'appelle, il me dit ok, moi là c'est le moment en fait de se lancer parce qu'on parlait en fait, Paps avait déjà commencé Paps était déjà lancé en fait, mais ça s'appelait Allo Papi avant et c'était une page Facebook à l'époque. Donc, qui était, on va dire, qui était opéré en fait par une personne au Sénégal, et donc avec comment dire, avec les moyens du bord. Hein, c'est ça que je vais dire en fait. C'est vraiment à l'époque, c'était on teste l'idée, on regarde ce que ça donne. On n'avait pas mis les moyens, rien du tout. C'est vraiment comme je dis une page et qui fonctionnait en fait d'elle-même. Donc après. Pendant la même période, il y avait l'explosion de Uber en France, l'explosion de Deliveroo, de toutes ces structures-là qui se mettaient en place, les grosses levées de fonds qu'on entendait pour le développement en fait de ces structures. Et voilà, je pense que ça a aussi vraiment déclenché en fait l'envie à l'époque de pouvoir vraiment exploiter ce qu'on avait déjà avec cette page Facebook-là et de vraiment le formaliser et d'en faire quelque chose de grand. Donc, quand Bamba m'a appelé, il m'a dit, bon, je pense que c'est maintenant. Il faut qu'on se lance maintenant. Je lui ai dit, OK, let's go. Allons-y. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler sur le BP, rechercher aussi des structures, des développeurs pour pouvoir développer l'application. Et voilà. Donc ça, c'était rechercher aussi les premiers grants. Regarder un peu quels étaient les concours à l'époque qui existaient. C'est là où on avait d'ailleurs fait Orange Innovation Challenge et tout. Mais pendant toute cette période, moi, j'étais encore en fait salariée. Donc, j'avais pas du tout quitté mon poste. J'étais vraiment là pour supporter en fait sur certains sujets bien précis, sachant que voilà, moi, mon background c'est IT, donc j'étais vraiment impliquée sur la partie développement et c'est surtout pour ça en fait que Bamba m'avait sollicité d'ailleurs à l'époque. Et donc c'est comme ça que ça a été lancé, mais moi toujours en tant que salariée. Donc quelques mois après, je suis venue au Sénégal et l'idée c'était que je puisse vraiment travailler sur le projet pendant des congés. D'accord. Et je suis plus repartie. Du coup, il y a aucun moment où tu t'es posé la question de est-ce que tu avais envie de revenir au Sénégal ou de rester en France professionnellement parlant? Ça s'est fait de manière assez naturelle. De manière assez naturelle. Je pense que je me suis pas vraiment posé la question. En fait, c'était juste qu'au début, c'était OK, je vais vraiment assister sur cette partie-là, en tout cas sur les sujets sur lesquels je peux intervenir à distance. Et à un moment donné, quand j'ai eu l'opportunité d'être vraiment là en immersion au sein de l'équipe, je l'ai fait. J'ai fait cette immersion-là. Et c'était tellement intéressant, tellement intense
en fait, ça m'a vraiment changé de mon quotidien. Genre, je me levais et j'avais vraiment envie d'y aller. Et c'est ça c'est le déclic. C'est vraiment ça qui a déterminé, en fait, la suite. Parce qu'avant, je ne me posais pas la question de est-ce que je vais, me mettre à 100% sur ce projet ou est-ce que c'était pas vraiment une question que je me posais vraiment avant cette phase. Quand tu as continué, du coup, tu es venu au Sénégal et t'es resté pour t'installer là-bas et faire ta vie. À quoi tu as dû t'adapter en tant que personnellement, qu'est-ce qui t'a frappé? À quoi tu étais plus habitué? Parce que tu vois, on parle beaucoup aussi des fameux ripat. Toi, t'es clairement une ripat, t'es né au Sénégal, t'as grandi au Sénégal, t'es venu en France pour tes études, donc là tu repars. Quels ont été les changements véritables que t'as observés et que t'as vécu? Alors, peut-être que moi, en tout cas, personnellement, je pense que j'étais plus en perte de repères. Je pense que c'est plus ça qui était le plus difficile pour moi. C'est que voilà, j'ai quitté le Sénégal à 18 ans. 18 ans, on est encore très jeune. On est encore en train de se découvrir, etc. Donc finalement, je me suis découverte en tant que Rokhaya en France. Je me suis développée en France et revenir au Sénégal et devoir donc vraiment perdre tous mes repères que j'avais avant et me réadapter, c'est surtout moi je pense que c'est personnellement que ça a été le plus difficile. Avec quel âge tu es revenue? Comment? Avec quel âge quand tu es revenue? Quand je suis revenue, j'avais 27 ans. Ouais, donc assez tôt. Ouais. J'avais 27 ans et voilà, donc c'était vraiment pour moi, c'était vraiment ma perte de repères, le fait d'avoir mon quotidien, d'avoir développé en fait des automatismes en France, etc., et de devoir tout reconstruire en fait au Sénégal. Je pense que c'était le plus difficile pour moi. Après, j'ai pas forcément eu de problème, en tout cas, pour m'adapter réellement, parce que voilà, il y a aussi l'avantage qu'on a d'être avec sa famille, donc de revenir en fait dans un environnement qu'on connaît et où on a sa famille qui est là et voilà, on peut se tourner vers elle à chaque moment. Mais voilà, ça pour moi c'était un point positif. Mais là où c'était le plus difficile, c'était vraiment personnel, vraiment personnel. J'avais l'impression d'être perdue. C'est plus cela que je ressentais. Et donc, il me fallait vraiment rechercher, en fait, encore des repères. Essayer de m'accrocher à des choses. Comment tu l'as fait, justement, pour te réapproprier, pour retrouver tes repères? Pour retrouver mes repères, je pense que j'ai essayé juste de me dire, OK, quand je veux faire telle chose, juste de me mettre une liste, par exemple. Quand je veux faire telle chose, il faut que je me tourne vers ça. Quand j'ai besoin de tel élément, il faut que je me tourne vers telle personne. Et créer un petit cercle, en fait. Déjà, avant de m'ouvrir, en fait, aux autres, mais créer un petit cercle déjà pour reprendre, en fait, ces repères-là. Essayer de m'adapter, en fait, par rapport à mon quotidien, à mon nouveau quotidien. Tu as un exemple à nous donner sur ça, par exemple? Oui. J'ai beaucoup d'exemples, en fait. J'ai beaucoup d'exemples, mais par exemple, juste faire mes courses. Pour moi, franchement, je n'arrivais même plus moi-même à faire mes courses, en fait. Donc, ce que j'essayais de faire, c'est de dire, OK, je peux utiliser peut-être, comment dire, je peux essayer de trouver, par exemple, le numéro de quelqu'un qui me vend du poisson, le numéro de quelqu'un qui me vend des légumes, au lieu d'aller, en fait, au marché et d'être complètement perdue parce qu'en fait, j'avais l'habitude des supermarchés, même si aujourd'hui, on a des supermarchés qui se sont bien développés, etc. Mais encore une fois, ça fait partie des pertes de repères. C'est juste de dire, OK, j'arrive, mais quand je veux acheter tel produit, mais où est-ce que je dois aller, en fait, typiquement? Donc, vraiment des choses du quotidien qui peuvent avoir quand même un impact un peu négatif sur le moral, parce que ça je donne un exemple, mais le taxi aussi, combien de fois je me suis pris la tête avec les taximans, parce que quand j'entre dans le taxi, je veux faire mon call, le monsieur il met sa musique à fond, je demande de baisser la musique, il me dit non,
voilà, il laisse le volume comme ça. Donc, et en fait, est-ce que je me bats ou est-ce que je donc des choses comme ça où finalement, ok, je me dis, ok, bah, je vais plus prendre le taxi, je suis pas véhiculée, je vais plus prendre le taxi, je vais juste prendre quelqu'un qui habite dans le quartier et qui va me déposer en fait tous les jours et je vais lui payer quelque chose en retour. Donc, c'était juste essayer de voir en fait comment simplifier mon quotidien, le temps vraiment de me réadapter, voilà, d'avoir peut-être de reprendre mes repères et de pouvoir affronter le monde extérieur, je dirais. Et d'un point de vue plus business et professionnel, comme toi, tu avais fait essentiellement ta carrière en France, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné dans la manière de faire du business, la manière de travailler au Sénégal, que tu connaissais pas finalement, parce que quand t'es partie, t'étais toute jeune? Oui. Oui, je pense qu'il y a une chose qui me frappait, c'était c'était les promesses non tenues. Oui, très perturbant. On peut parler avec quelqu'un qui nous dit oui, non, mais oui, c'est bon, on va y aller. Et après, rien. Donc c'était très, très déroutant. Et même, les personnes avec qui on travaille, on pouvait avoir les mêmes cas, hein, où, on peut demander, par exemple, à ce que, on nous donne un livrable à une certaine date et à la date, quand la date arrive, et bah, il y a rien. Et il n'y a pas d'alerte, il n'y a rien. Donc, si on ne relance pas, on ne va pas recevoir, en fait, ce qu'on attend. Donc, c'est des choses comme ça où, en fait, tu te dis, bon, c'est vrai qu'en France, quand, moi, en tout cas, dans l'environnement dans lequel j'étais, les gens travailler, respecter les délais. On était en mode projet, on savait quand ça allait retarder, etc. Là, il faut se réadapter, il faut relancer, il faut pas donner des sujets aux gens et attendre. Il faut relancer constamment, s'assurer que ça va avancer, etc. Ouais. Ouais, donc ça c'était très difficile. Et aussi, je pense que le fait d'arriver en tant que femme et de devoir aussi gérer en fait des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, c'était pas facile non plus. Et ça justement, comment ça s'est passé le fait pareil hein, pour avoir un retour d'expérience, que je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont été confrontés à ça, hein, moi, je vais parler pour voir. De devoir d'être une femme en Afrique, de devoir manager des personnes, souvent des hommes plus âgés. Comment ça s'est passé pour toi et comment t'as pu, qu'est-ce que t'en as appris et quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui sont dans ces mêmes situations? Je pense que ce que j'ai surtout moi appliqué, c'est de faire fi en fait à qui en fait je m'adresse, parce que en Afrique on est éduqué d'une certaine manière où on doit il y a le respect de l'aîné, il y a l'homme c'est le voilà c'est le patriarche, etc., de la famille, etc. Et donc lorsqu'on arrive dans le milieu du travail et qu'on ne fait pas fi de ces choses-là, c'est compliqué en fait du coup de parler aux gens et de leur dire OK, voici tes objectifs, voici ce que j'attends de toi. Quand tu ne les atteins pas, je te dis clairement tes objectifs ne sont pas atteints. Pourquoi? Je fais un suivi régulier, etc. Si je ne fais pas fi de cela, je vais pas pouvoir en fait faire mon travail correctement. Et donc pour moi l'idée c'était de dire dès le début lorsque j'arrive, je montre en fait un caractère où les gens ne vont pas se dire ah c'est une femme, elle est petite, elle a l'air voilà donc elle a l'air fragile, etc. Alors on va essayer de lui marcher sur les pieds. Non, donc moi j'arrive, c'est en tout cas je m'impose et peu importe en fait la personne qui est en face de moi, j'essaie toujours dans notre travail d'être hyper clair en fait dans ce que j'attends. Et de faire moi le suivi en fait de ce que j'attends également. Je vais pas attendre voilà avec des one-to-one, avec te proposer mon aide lorsque je sens que ça bloque, etc. Comment est-ce que je peux arriver vraiment à faire de telle sorte que la personne en face puisse aussi atteindre ses objectifs. Et si ça ne va vraiment pas, bah, prendre des décisions difficiles. Et c'est ce qu'on fait en fait. Et c'est ce que je fais. Je me mets dans la tête que je ne parle pas à un genre, je parle à un collaborateur et que je dois aussi me présenter devant ce collaborateur comme aussi
son manager ou comme son collaborateur, comme son collègue, et pas comme une femme ou quoi que ce soit, en fait. Parce que dès l'instant qu'on commence à rentrer dans ça, on rentre dans une victimisation et voilà, là, c'est fini. Donc, je pense qu'il faut vraiment être clair sur ça dès le début et montrer aux gens, voilà, qu'on ne se laisse pas faire, en fait. C'est tout simplement ça. Et petite question sur cette posture, tu l'as adoptée naturellement ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler, cultiver pour réussir à tu vois, ouais, c'est ça, à t'imposer quoi. Je pense que je vais dire les deux parce que je pense que j'ai cette posture naturelle, mais en même temps, je sais que au début, même pendant une bonne période, ou même ça peut m'arriver, hein, mais de laisser les sentiments, on va dire, prendre le dessus. Et c'est par exemple, ça c'est un travail que je fais par exemple, sur moi. De dire ok, c'est le travail, on met de côté les sentiments et on essaye en fait d'avancer. Et ça, de ce point de vue-là, pour moi c'est quelque chose que je travaille. C'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Voilà, sur des questions, enfin par exemple des décisions difficiles ou autres. On est obligé d'avoir cette posture-là parce que sinon on ne va pas forcément faire en fait ce qu'on attend de nous en tant que dirigeant devant faire avancer en fait une entreprise. Donc c'est plus ça. Et du coup c'est marrant parce que là vers la fin on a vraiment senti, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi j'ai plus senti la Rokhaya. Enfin, je sais pas, on sent que t'as des valeurs en tout cas qui te drive et qui te caractérisent quoi. Si tu pouvais nous dire tes 4 valeurs cardinales comme une petite boussole, tu vois, qui te permettent les valeurs auxquelles tu te réfères si tu veux prendre tes décisions pro ou personnelles, ça serait quoi pour toi? Alors, si je prends des décisions, je sais pas trop si je pourrais les résumer en valeurs, mais peut-être juste les questions que je me pose. Typiquement, il y a une question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que c'est une décision avec laquelle je vais être à l'aise? Typiquement, est-ce que après avoir pris cette décision-là, je pourrais toujours me regarder dans le miroir, je pourrais toujours dormir? Pour moi, c'est hyper important parce que voilà, on ne peut pas. Je le dis à chaque fois en fait. On a certaines valeurs en fait qu'on garde en nous et malgré que on veuille faire croître nos business, malgré tout ce qu'on veut faire, il faut quand même qu'on les garde en fait toujours parce que c'est ce qui fait que demain en fait voilà nos enfants vont pouvoir prendre référence sur nous, d'autres personnes vont aussi pouvoir prendre référence sur nous et c'est comme ça qu'on fait aussi pour construire de vraies figures en fait sur lesquelles les gens peuvent s'appuyer etc. Donc je pense que c'est surtout moi une question que je me pose toujours et aussi si cela implique d'autres personnes, est-ce que j'ai été assez claire, j'ai laissé assez d'objectivité pour que en fait ce soit évident de part et d'autre. Typiquement si je dis aujourd'hui voilà je dois prendre une décision précise qui implique des collaborateurs par exemple ou qui implique en tout cas où il y a d'autres personnes qui doivent être impliquées, est-ce que on a la même lecture de part et d'autre? Est-ce que moi je vais me dire c'est ça que je devais faire et qu'en face non c'est pas ça qu'on devait faire? Non, j'essaie toujours de mettre le cadre pour que en fait de part et d'autre on soit hyper clair et qu'il n'y ait pas du tout de subjectivité en fait. C'est vraiment ne pas laisser place à la subjectivité dans la prise de décision. Et peut-être à quoi est-ce que je penserais aussi si je dois penser professionnel, est-ce que c'est aligné à la mission de PAPS tout simplement parce que c'est ça aussi qui nous permet de ne pas être défocus. Typiquement, on a eu énormément de gens qui nous ont dit mais pourquoi vous lancez pas dans le transport de personnes? Il y a une opportunité par-ci, par-là, pourquoi vous lancez pas dans ça? Et en fait, le fait d'avoir nos valeurs, d'avoir aussi notre mission, nous a permis toujours de nous dire non, ça on ne peut pas faire, ça on peut faire. Et ça c'est très facile. Peut-être dernière chose, c'est
est-ce que j'ai assez d'informations aussi pour pouvoir prendre cette décision-là? Est-ce que j'ai regardé en fait toutes les possibilités? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est cette décision-là qui est à prendre? Est-ce que j'ai vraiment analysé toutes les possibilités possibles? Enfin, toutes les possibilités qu'il y a, les risques, etc. Donc voilà, je pense que c'est plus ça, analyser, réfléchir à moi-même l'adéquation avec mes propres valeurs. Voilà. Pour moi, c'est juste comment je peux être tranquille après avoir pris une décision. La tranquillité d'esprit, la paix. La paix intérieure. Trop bien. Super. Ben, merci beaucoup, Rokhaya, pour cet épisode. Donc, on va se retrouver ce vendredi pour le 3e et dernier épisode avec Rokhaya. Cette fois-ci, on va rentrer dans sa tête avec notre épisode CEO Thérapie.